Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo dédiée à des exemples éclairants et concret sur l'influence de la biodiversité sur les objectifs de développement durable de l'ONU. Pour info, j'ai fait une vidéo sur ce que sont les objectifs de développement durable et je vous invite à aller la voir pour mieux comprendre les belles histoires que je vais vous raconter. Dans la première vidéo, j'expliquais justement en quoi les 17 objectifs de développement durable étaient tous interconnectés. Quand on fait progresser l'un, on fait évoluer les autres dans le bon sens aussi, et c'est une bonne nouvelle. Mais par contre, pour pouvoir remplir ces objectifs, il nous faut une base solide, en l'occurrence des écosystèmes sains, et dans le premier exemple concret qui va nous occuper dans cette vidéo, une forêt tropicale. Parce qu'une forêt, ça rend des services inestimables. Elle permet de réduire les inondations en faisant tampon lors des saisons des pluies, elle filtre l'eau, elle permet de nourrir les populations, voire de les soigner grâce aux plantes médicinales, elle aide aussi à avoir une meilleure qualité de l'air et de limiter le dérèglement climatique. Elle joue un grand rôle dans la possibilité des communautés de vivre en paix parce qu'un environnement sain est un environnement qui n'est pas surexploité. Il permet donc d'éviter les tensions sur l'accès aux ressources restantes. Et enfin, et c'est l'exemple concret dont je vais vous parler, il apporte aux femmes un travail décent qui leur apporte des revenus qui leur permettent plus d'indépendance et d'autonomie pour pouvoir s'émanciper. Cet exemple nous vient du Ghana. Non, j'ai dit le Ghana, donc un pays qui se situe en Afrique de l'Ouest, et au nord de ce pays se trouve la forêt de Molé. Il serait impossible de lister toute la biodiversité qu'elle abrite, mais sachez que vivent notamment en son sein de nombreux éléphants, antilopes, buffles et singes, et qu'une partie de cette forêt a été déboisée pour en faire des terres agricoles, de la production de charbon, et pour vendre le bois, dont des espèces rares comme le bois de rose. Alors évidemment, difficile de blâmer les populations locales pour ça. Ils ont besoin d'agriculture et d'activités économiques pour vivre. Seulement, une forêt, ça rend des services inestimables comme donc la régulation de la qualité de l'air et de l'eau, la fertilité des sols, la préservation de la biodiversité, la pollinisation et évidemment la fourniture de bois, de plantes, de nourriture, de médicaments, etc. Mais ces services, aussi inestimables soient-ils, ne se transforment pas directement en argent, contrairement à l'exploitation directe des matières premières. Mais à force d'être exploitée, la forêt risque de disparaître et de ne plus rendre les services utiles aux populations, qui verront leur qualité de vie s'effondrer et leurs activités s'arrêter. L'exploitation est donc une solution à court terme, mais une catastrophe à long terme. La solution est donc de développer des activités qui ont tout intérêt à préserver la forêt. Mieux, des activités où on gagne plus d'argent à la respecter qu'à l'exploiter. Et ce n'est pas juste une jolie utopie, ça fonctionne. Noé est une association soutenue par l'Agence française de développement qui protège et restaure la biodiversité en France et ailleurs. Elle est justement présente auprès des populations qui vivent à proximité de la forêt de Molé pour aider, avec des organisations locales, à préserver la forêt tout en développant les activités économiques. Pour schématiser très fort, la mission peut se résumer comme ça. Si je coupe un arbre, je gagne de l'argent. Si je ne le coupe pas, j'en gagne quand même, voire plus. Avouez que ça motive à ne pas en couper. En l'occurrence, les arbres qu'il ne faut pas couper dans cet exemple, ce sont les carités, qui produisent des noix utilisées dans plein de domaines, dont l'alimentation et les produits cosmétiques. Or, il se trouve que les récoltes de noix de karité sont effectuées par des femmes depuis des temps ancestraux. Et puisqu'il y a désormais une forte demande internationale, autant qu'elles en profitent pour en exporter et en tirer des revenus. En souhaitant développer leur activité économique, ces femmes défendent et protègent les arbres dont leur travail dépend en luttant contre la déforestation, et donc elles agissent en faveur d'une préservation des écosystèmes et d'un environnement sain qui, à leur tour, font en sorte de réduire la pauvreté puisque les noix de karité sont une richesse qui se traduit en monnaie sonnante et trébuchante. Ils améliorent l'égalité entre les sexes en apportant des revenus à ces femmes qui peuvent s'émanciper et peuvent également payer des frais de scolarité pour les enfants. Ils fournissent un travail décent et une croissance économique soutenable, puisque basée sur le maintien de l'écosystème en l'état, ce qui fait de cette activité économique une production responsable, et ils aident au maintien de la paix et à la collaboration entre les communautés qui occupent la région, parce qu'elles se sont organisées pour gouverner ces aires protégées, gérer l'exploitation durable des ressources naturelles, reforester les zones dégradées, avec en plus la création d'une patrouille de lutte anti-braconnage commune. Cet exemple des femmes ghanéennes et du karité est vraiment emblématique, mais il ne faut pas oublier que les objectifs de développement durable concernent tous les pays du monde. Ça vaut donc pour nous aussi. Oui, parce que les écosystèmes que l'on dégrade pour des tas de raisons et depuis des décennies, c'est malheureusement pas ça qui manque par chez nous. Et nous avons donc un rôle local à jouer aussi. Pour illustrer les actions qui sont déjà menées, je vous propose un petit tour d'horizon des services rendus par la nature quand on décide de la préserver. Revenons plus près de chez nous, sur les côtes bretonnes et plus précisément en rade de Brest où la coquille Saint-Jacques avait quasi disparu pour cause de surpêche et aléas climatiques. Dans les années 50, c'était 2000 tonnes de Pecten maximus pêchées, un trésor pour l'économie locale. À l'époque, parce qu'à la fin des années 70, il n'en restait plus que, tenez-vous bien, 30 tonnes. Brest, c'était le David Copperfield de la pêche. Allez hop, tout doit disparaître.
Mais heureusement, aujourd'hui, on a un peu remonté la pente. On en est à environ 300 tonnes. Et pour en arriver là, ce sont les pêcheurs et les biologistes de l'Ifremer et de l'Université de Bretagne occidentale qui ont cherché des solutions. 15 ans de recherche plus tard, le repeuplement s'opère peu à peu à travers un cycle de fécondation-maturation des larves dans une écloserie, puis dans des cages en mer, jusqu'à atteindre la taille de 3 cm, taille à laquelle la coquille Saint-Jacques peut être semée sur les gisements de pêche car elle est en mesure de s'enfouir dans les sédiments pour se protéger de ses prédateurs. Ensuite, la récolte des coquilles est strictement réglementée pour que la pêche soit durable. L'écloserie a été fondée en 1983 sous forme de coopérative maritime et produit de 7 à 10 millions de larves chaque année. Le bilan ? On a maintenu une espèce qui s'est vue gravement menacée, on a sécurisé des réserves pour les pêcheurs, et on a créé des emplois durables à Plougastel. Pas mal. On change de paysage, direction le Pas-de-Calais vers Loos-en-Gohelle, où on a exploité ardemment le charbon pendant plus d'un siècle. En 1986, la ville aux 7000 habitants ferme ses mines. À ce stade, elle est hyper polluée, les logements sont des passoires thermiques, et tous les emplois sont perdus. Mais en 30 ans, elle est devenue un modèle de ville en transition, en s'appuyant sur le lien social qui y est très fort, et le changement de modèle s'est construit en collaboration avec les habitants et autour de 3 piliers, l'énergie durable, l'éco-construction et l'économie circulaire autour du recyclage. Pour ce qui est du retour de la biodiversité, maillon essentiel de sa stratégie, le maire a mis des terres à la disposition des agriculteurs à condition qu'ils les cultivent en bio. Il a fait installer des potagers partagés au pied des immeubles et banni les pesticides des espaces publics. Le temps a fait le reste. C'est une transformation exemplaire qui inspire les collectivités du monde entier. Voilà enfin un bon exemple où l'expression « bienvenue chez les ch'tis » a du sens. On voulait aussi vous parler des zones humides, ces territoires caractérisés par la présence d'eau, salée ou non, tout ou partie de l'année. Pourquoi ? Parce qu'elles sont d'une grande importance pour la conservation de la biodiversité mondiale. Les oiseaux migrateurs y font escale notamment. Mais aussi parce qu'elles rendent bien d'autres services. Pour protéger ces zones fragiles, certaines sont inscrites comme site Ramsar, du nom d'une ville iranienne où s'était tenue une convention en 1971 pour rédiger un traité intergouvernemental sur le sujet. Cette idée avait vu le jour en Camargue dans les années 60. Ratifiée par la France en 1986, c'est donc la Camargue qui a été désignée la première, rejointe depuis par une quarantaine de sites français. Nous voici donc au milieu des 85 000 hectares entre terre et mer où les humains ont traditionnellement produit du riz, du sel, où ils ont pratiqué la pêche et l'élevage extensif de taureaux et de chevaux, la coupe de roseaux, jusqu'à, devinez quoi, provoquer des perturbations. Trop de besoins en eau douce, trop de produits phytosanitaires issus de la riziculture, boom de la fréquentation touristique. Bref, assurer la gestion rationnelle des ressources s'imposait pour que les caractéristiques écologiques de ce site exceptionnel soient conservées. Aujourd'hui, cette gestion du site est donc assurée par une commission composée des gestionnaires des espaces protégés de Camargue, et au comité de suivi siègent également des représentants des collectivités locales, des habitants et usagers, des pêcheurs, des éleveurs, parce qu'on l'a bien compris maintenant, protéger un écosystème, c'est assurer l'équilibre pour tous. Et aussi pouvoir continuer à admirer les flamants roses, mais pas de trop près pour ne pas les déranger. Ils sont l'emblème de la région, car ils s'y installent chaque année pour se reproduire. Comme vous pouvez désormais le constater, en Afrique et même partout ailleurs sur le globe, la restauration des écosystèmes et le retour de la biodiversité a des conséquences positives en cascade sur nos vies. Nos sociétés doivent apprendre à se structurer de manière à ce que toutes les décisions qui seront prises en n'importe quel domaine prennent en compte ces facteurs déterminants pour construire un monde plus juste et durable à l'horizon 2030. On n'a plus qu'une chose à faire, transformer le monde, mais en mieux cette fois. Et on n'a vraiment pas le choix, parce que si on continue de massacrer joyeusement les écosystèmes, 80% de ces objectifs ne pourront pas être atteints. Notre vie et celle des générations futures en dépendent. Merci à l'Agence française de développement pour avoir soutenu la création de cette vidéo. À très vite.